1908, un rouleau de piano mécanique n'est pas une copie, tranche la Cour suprême américaine. Le Congrès invente l'année suivante une licence pour payer les compositeurs malgré tout. 118 ans plus tard, la même question revient sur des millions de chansons sans qu'aucune licence n'existe encore. Épisode Suno, Udio et le procès de l'IA musicale. Chapitre 1 Le procès qui pèse plus qu'un procès. 61 000 chansons, 400 millions de dollars levés et une audience qui approche. Reprenons les faits parce qu'ils se sont empilés vite ces dernières semaines. Suno et Udio, les deux entreprises qui génèrent des chansons entières à partir d'un simple prompt, font face depuis 2 ans aux plus grandes maisons de disques du monde. L'accusation est simple à énoncer, plus dure à trancher. Leur modèle aurait été entraîné sur des enregistrements protégés, sans licence, à une échelle industrielle. Selon Tech Times, le fingerprinting audio réalisé pendant la phase de Discovery a révélé des millions d'enregistrements protégés dans les données d'entraînement de Suno. Ce n'est pas un détail technique parmi d'autres, le fingerprinting compare, empreinte par empreinte, chaque fichier d'entraînement à un catalogue connu de morceaux protégés, un peu comme on comparait des empreintes digitales relevées sur une scène à un fichier de police. Là où l'entreprise avait toujours parlé d'apprentissage sur des motifs musicaux généraux, la preuve technique a montré des enregistrements identifiables un par un. Toujours selon Tech Times, les maisons de disques ont alors étendu leur plainte pour viser plus de 61 000 chansons supplémentaires, au-delà de ce qu'elles réclamaient déjà dans leur dossier initial. Une audience de jugement sommaire, déterminante pour la suite du procès, est attendue en juillet devant le tribunal fédéral du Massachusetts. Un jugement sommaire, dans le droit américain, permet à un juge de trancher une partie du litige sans procès complet si les faits essentiels ne sont plus sérieusement contestés. Concrètement, si le juge estime que la question du fair use se résume à un point de droit pur, sans désaccord sérieux sur ce qui s'est réellement passé dans les serveurs d'entraînement, il peut clore ce volet du dossier sans jamais convoquer de jury, ce qui accélère radicalement le calendrier de tout le procès. Le calendrier judiciaire pourtant n'a rien arrêté côté finance. Toujours d'après Tech Times, Suno lève en juin 400 millions de dollars à une valorisation de 5,4 milliards en pleine tempête judiciaire. Un investisseur qui signe un chèque de cette taille au beau milieu d'un procès qui pourrait obliger l'entreprise à tout licencier ou à fermer ne pense visiblement pas que la partie est perdue d'avance. Le procès n'est pourtant pas figé en faveur de qui attaque. D'après Music Business Worldwide, un juge a récemment refusé la demande de Sony Music d'ajouter plus de 30 000 enregistrements supplémentaires à sa plainte contre Udio. C'est un signal net. Même le tribunal saisi de l'affaire refuse de laisser une plainte grossir sans limite. Udio traverse en parallèle une procédure presque identique devant un tribunal différent, celui du district sud de New York, avec les mêmes questions posées sur un autre catalogue. Les deux affaires avancent côte à côte, sans être formellement liées, ce qui veut dire que deux juges pourraient, en théorie, répondre différemment à la même question posée par la même industrie. Voilà la scène complète, à quelques semaines de l'audience qui doit trancher une question simple à poser, redoutable à résoudre. L'entraînement d'une IA sur des chansons protégées relève-t-il de l'usage transformateur que la loi autorise, ou de la contrefaçon pure et simple qu'elle punit? Le montant en jeu dépasse largement le cas de ces deux entreprises. Parce que le droit d'auteur américain calcule les dommages chanson par chanson plutôt qu'en bloc, une décision défavorable, multipliée par 61 000 titres, chiffrerait une facture sans commune mesure avec celle d'un litige ordinaire. C'est cette asymétrie entre la taille du risque judiciaire et la taille des entreprises qui le portent qui rend chaque ligne de ce dossier si scrutée par le reste du secteur technologique, bien au-delà des seuls services de musique générative. Chapitre 2 Ce que le fair use doit vraiment trancher. Une notion vieille de plusieurs décennies, jamais pensée pour un modèle qui écoute des millions de chansons à la fois. Le fair use, l'usage équitable, n'autorise pas n'importe quelle reprise d'une œuvre protégée. Un tribunal américain qui l'examine pose, en substance, 2 questions. Il regarde d'abord si l'usage transforme l'œuvre d'origine en quelque chose de nouveau, ou s'il se contente de la reproduire sous un autre emballage. La question suivante porte sur le marché. Cet usage prive-t-il l'auteur d'origine d'un revenu qui lui revenait? Suno construit sa défense presque entièrement sur la transformation. L'entreprise soutient que son modèle apprend des régularités statistiques plutôt que des morceaux entiers. Ce que la machine retiendrait, selon cette défense, ce sont des motifs abstraits, un tempo, une couleur harmonique, jamais l'enregistrement lui-même. Le résultat serait alors une musique authentiquement nouvelle, au même titre qu'un compositeur humain qui a grandi en écoutant la radio sans jamais recopier une seule chanson entendue. Les maisons de disques renversent l'argument en s'appuyant sur les résultats même du fingerprinting évoqué au chapitre précédent. Elles affirment que le système, sollicité de la bonne façon, peut restituer une musique dangereusement proche d'un enregistrement protégé. Un tel résultat ressemblerait moins à de l'apprentissage qu'à de la mémorisation pure, rejouée à la demande. Cette bataille-là ne se règle pas à l'oreille d'un seul juge sur un seul morceau.
Elle se règle à l'échelle et c'est précisément ce qui rend l'affaire nouvelle par rapport à tout ce que la doctrine du fair use a eu à trancher jusqu'ici. Un compositeur qui reprend 4 notes d'un standard de jazz s'expose, au pire, à un procès entre 2 parties, avec un juge qui écoute 2 morceaux et compare. L'échelle change tout dès qu'un modèle entraîné sur des millions d'enregistrements pose une question d'un tout autre ordre de grandeur, celle qu'aucun juge, avant cette décennie, n'avait eu à mesurer. La doctrine a été façonnée pour des emprunts ponctuels, un sample glissé dans un refrain, une citation, une parodie qui se moque d'un original précis. Elle n'a jamais été pensée pour un système qui absorbe un catalogue entier avant même de produire la première note. Le second facteur, l'effet sur le marché, complique encore le tableau. Warner et Universal ont fini par vendre des licences à ces mêmes entreprises qu'elles poursuivaient, preuve qu'un marché de la licence existe bel et bien, avec un prix que quelqu'un est prêt à payer. Si un tel marché existe, l'utiliser sans payer prive directement l'auteur d'un revenu qu'il aurait pu toucher, ce qui pèse, dans la doctrine, contre la défense de Suno. L'entreprise répond que son produit ne se substitue pas à l'écoute d'un morceau existant, mais en crée un nouveau que personne n'aurait acheté à sa place, un argument qui a déjà fonctionné dans d'autres procès de fair use, mais jamais à cette échelle de données ingérées. Il existe un troisième facteur, plus discret, que les deux camps citent rarement à voix haute, la nature de l'œuvre copiée elle-même. Une œuvre créative, comme une chanson, bénéficie traditionnellement d'une protection plus stricte qu'un simple fait ou qu'une donnée brute, ce qui joue, par défaut, en faveur des maisons de disques dans ce type de litige. Suno doit donc convaincre le tribunal sur un terrain qui ne lui est pas acquis d'avance, à la différence de certains procès portant sur l'entraînement d'IA à partir de textes factuels ou de codes informatiques, où les juges ont parfois penché du côté de la transformation. Chapitre 3. Le rouleau de piano qui n'était pas une copie. Un siècle avant les modèles d'IA, une machine avait déjà mis la loi en défaut. L'histoire mérite d'être racontée en détail, parce qu'elle ressemble à celle d'aujourd'hui plus qu'on ne le croit au premier abord. À la fin du 19e siècle, le piano mécanique envahit les foyers américains. On y glisse un rouleau de carton perforé, et l'instrument joue seul, sans musicien, une mélodie déjà composée par quelqu'un d'autre. Les éditeurs de partitions s'inquiètent, à raison, de voir leur métier concurrencé par une machine qui n'achète jamais une seule partition imprimée pour fabriquer ses rouleaux. Le piano mécanique n'est alors pas un gadget de curiosité, c'est un marché de masse, présent dans des centaines de milliers de foyers américains qui écoutent chez eux une musique jouée sans musicien, sans partition achetée et sans un centime reversé à qui l'a composée. En 1908, l'un de ses éditeurs, White Smith Music Publishing, traîne le fabricant de piano Apollo devant la Cour suprême. Sa question tient en une phrase, presque identique à celle que pose Sony aujourd'hui, 118 ans plus tard, devant un tribunal fédéral bien différent. Un objet qui encode une œuvre protégée, sans jamais la montrer directement à l'œil humain, est-il une copie au sens de la loi ? La Cour tranche que non. Un rouleau perforé ne se lit pas comme une partition, il s'entend seulement une fois traduit par la mécanique du piano, et la loi de l'époque ne protège que ce qui peut être vu et lu à l'œil nu. Cette décision laisse les compositeurs sans un centime sur des millions de rouleaux déjà vendus et déclenche une colère assez vive pour que le Congrès s'en mêle à son tour. L'année suivante, la loi sur le droit d'auteur de 1909 comble le vide que la Cour venait de révéler. Elle étend la protection légale aux reproductions mécaniques et crée, dans le même geste, la première licence obligatoire de toute l'histoire du droit d'auteur américain. Concrètement, n'importe qui peut désormais fabriquer un rouleau d'une chanson déjà enregistrée une première fois, sans même négocier avec le compositeur, à condition de lui verser une redevance fixée d'avance par la loi. Le compositeur perd, dans l'échange, son droit de refuser une reprise qu'il n'aime pas. Il gagne, en retour, la certitude d'être payé à chaque exemplaire fabriqué, pour toujours, sans avoir à poursuivre personne. Cette licence mécanique de 1909 existe toujours aujourd'hui, sous une forme modernisée, et c'est elle qui permet à n'importe quel artiste d'enregistrer sa propre version d'une chanson déjà publiée, moyennant une redevance fixée par la loi plutôt que par une négociation au cas par cas. Elle a survécu au disque, à la cassette, au CD puis au streaming, précisément parce qu'elle ne dépendait d'aucune technologie particulière, seulement d'un principe, payer pour reproduire. Rien de comparable n'existe, à ce jour, pour l'entraînement d'un modèle d'intelligence artificielle sur une œuvre protégée. Et c'est précisément ce vide que le procès Suno tente de combler par la voie judiciaire, faute d'une voie législative qui n'a même pas encore commencé à s'écrire à Washington. Ce que la Cour suprême a fait en 1908, aucun tribunal fédéral du Massachusetts ne peut le refaire seul en 2026, quel que soit son degré de conviction sur le fond du dossier. Chapitre 4.
ce qu'un tribunal ne peut pas faire à la place du Congrès. La même impasse revient, mais sans le filet que le législateur avait tissé la première fois. Voici où l'histoire cesse de rassurer et où elle commence à inquiéter un peu plus sérieusement. En 1909, ce n'est pas un juge qui a réglé le problème du piano mécanique, c'est le Congrès, dans une loi votée après le scandale. Un tribunal peut dire si un acte précis relève ou non du fair use, mais seulement dans l'affaire dont il est saisi, avec les faits particuliers de ce seul dossier. Aucune règle générale n'en sort, opposable à une entreprise qui n'était pas partie au procès, même si celle-ci fait exactement la même chose que Suno. Le tribunal ne peut pas non plus inventer une licence de son propre chef, ni fixer un tarif applicable à toute une industrie. Obliger Suno à verser 1 centime par chanson générée à l'avenir relèverait, de la même façon, d'une loi à écrire, pas d'un jugement à rendre. Ce pouvoir-là relève, dans la Constitution américaine, du législateur, pas des tribunaux, une séparation vieille de plus de 2 siècles. Les rédacteurs de ce texte fondateur avaient déjà donné au Congrès, et à lui seul, la charge de fixer les règles de la propriété intellectuelle, précisément pour que ces règles s'appliquent de façon uniforme à tout le pays, plutôt qu'au gré des interprétations d'un tribunal après l'autre. Or, le congrès de ce mois de juillet ne montre aucun signe d'un 1909 en préparation pour l'intelligence artificielle. Aucun projet de licence obligatoire pour l'entraînement des modèles n'est même en débat sérieux à Washington, malgré des dizaines d'auditions consacrées à l'IA depuis 2 ans, où la musique n'a servi, le plus souvent, que d'exemples parmi d'autres, jamais de dossier prioritaire. Ce qui attend l'industrie, quelle que soit l'issue du procès, tient donc en une réalité inconfortable pour tout le monde. Imaginons d'abord que les maisons de disques l'emportent, chaque entreprise d'IA musicale devrait alors négocier une licence entreprise par entreprise, catalogue par catalogue, sans le tarif unique et prévisible qu'offrait la loi de 1909 aux fabricants de rouleaux. L'issue inverse ne réglerait pas davantage la question pour les autres secteurs confrontés au même dilemme, le cinéma, l'édition ou la photographie, puisqu'une victoire de Suno ne produirait qu'un précédent limité au dossier musical, sans aucune règle générale pour personne d'autre. Un verdict, dans un procès, ne fait jamais une loi. Il ne fait qu'un précédent, que d'autres juges pourront suivre, nuancer ou contredire dans d'autres circonscriptions du pays, pendant des années encore. Washington ne manque pourtant pas de propositions sur l'intelligence artificielle et la création. Protection de la voix et de l'image contre les deepfakes, obligation de transparence sur les données d'entraînement, avertissement sur les contenus générés. Aucune de ces propositions, à ce jour, ne va jusqu'à créer la licence obligatoire qui manque précisément à ce procès, celle qui fixerait un tarif et une procédure plutôt que de laisser un tribunal deviner, dossier après dossier, où placer la limite. Chapitre 5. La grille pour l'après-verdict. 2 maisons de disques ont déjà choisi leur pari avant même de connaître la décision. Il existe une façon simple de lire ce que l'industrie pense vraiment de ses propres chances, et elle ne tient pas dans les mémoires juridiques déposées au tribunal. Elle tient dans ce que Warner et Universal ont déjà fait sur le terrain pendant que le procès Sony suivait son cours. Warner a réglé à l'amiable avec Suno en novembre 2025. Universal a réglé avec Udio le mois précédent, en octobre 2025, et lance désormais une plateforme sous licence avec l'entreprise même qu'elle poursuivait 1 an plus tôt. Les deux ont préféré transformer un adversaire en partenaire payant, plutôt que de parier l'issue d'un procès sur une doctrine aussi incertaine que le fair use appliqué à cette échelle inédite. Sony, seule des 3 grandes maisons, n'a réglé avec aucune des 2 entreprises et continue de plaider devant le tribunal fédéral du Massachusetts. Ce choix a sa propre logique et il n'a rien d'irrationnel même s'il isole Sony parmi les 3 grandes maisons. Sony mise sur un précédent qui rebattrait les cartes en sa faveur pour toutes les négociations à venir, pas seulement celles avec Suno, mais celles qui suivront avec la prochaine entreprise d'IA musicale. Un précédent pourtant se joue toujours sur un seul dossier, avec ses propres faits particuliers, alors qu'une licence négociée se renouvelle et s'ajuste chaque année, sans attendre qu'un juge ait le dernier mot. Voilà la grille qu'un dirigeant, dans n'importe quel secteur qui entraîne une IA sur du contenu protégé, peut retenir de cette affaire, bien au-delà de la musique. Le pari du procès promet davantage si l'on gagne, mais ne protège de rien si l'on perd et ne règle jamais la question pour les entreprises qui n'étaient pas parties au dossier. Le pari de la licence rapporte moins d'un coup, mais installe un revenu qui survit à n'importe quel verdict devant n'importe quel tribunal du pays. Un studio de cinéma qui entraîne un modèle sur ses propres archives se pose exactement la même question, tout comme une agence de photographie en train de négocier l'accès à son fonds. Chacun regarde aujourd'hui ce procès de musique en se demandant laquelle des 2 voies, plaider ou négocier, protège le mieux son propre métier demain. Aucun de ces secteurs ne dispose, à ce jour,
de sa propre licence obligatoire, du type de celle que le Congrès a fait naître en 1909 pour sortir les fabricants de pianos de l'impasse. Tant qu'un tel filet législatif reste à écrire, chaque secteur avance donc au cas par cas, procès après procès, licence après licence, en observant ce que les autres obtiennent avant de fixer sa propre position. 118 ans après le rouleau de piano, la vraie leçon n'a pas changé de nature. Une technologie nouvelle ne rencontre jamais une loi ancienne dans le silence. Elle force toujours quelqu'un à choisir entre plaider et négocier, et ce choix-là, au fond, en dit plus long sur l'avenir d'un marché que n'importe quel arrêt de justice. Vous écoutiez Suno, Udio et le procès de l'IA musicale. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le